Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi, bonjour. Voici donc pour la première fois votre nouvelle émission « Aujourd'hui, Madame ». Maurice Cazeneuve, directeur de la deuxième chaîne de télévision, en a confié la direction, la responsabilité à Armand Jameau. Et cette émission, ce programme vous sera proposé 5 fois par semaine, c'est-à-dire les mardis comme aujourd'hui, les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis. Pourquoi une émission à une heure jusqu'à présent inhabituelle à la télévision? Eh bien, pour apporter un petit peu de détente et aussi parfois quelques sujets de réflexion à tous ceux d'entre vous qui sont obligés d'être à leur domicile dans l'après-midi. Je pense plus particulièrement aux personnes âgées, à tous ceux d'entre vous qui travaillent le matin ou le soir, et puis aussi à ceux malheureusement d'entre vous qui sont malades ou convalescents et à qui je souhaite très sincèrement une très prompte guérison, un très prompt rétablissement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier toutes celles d'entre vous qui se consacrent aux soins de leur foyer, aux soins de leurs enfants et qui sont évidemment chez elles l'après-midi une fois que votre mari est parti au travail et que vos enfants sont à l'école ou que, quand ils sont beaucoup plus petits, qu'ils sont avec vous. Que va être cette émission? Que vous réserve-t-elle? Eh bien, c'est un petit peu ce que vous en ferez vous-même. Entendons-nous bien, le souci principal d'Armand Jameau et de son équipe est de faire cette émission pour vous, ce qui va sans dire, mais aussi de la faire avec vous. Et ainsi, chaque jour, comme aujourd'hui, vous le verrez dans un instant, nous accueillerons sur ce plateau 3 téléspectatrices que nous aurons choisies parmi toutes celles d'entre vous qui nous feront le plaisir de nous écrire soit une carte postale, soit une petite lettre, pour nous faire part de leurs problèmes, de leurs préoccupations et pour nous dire ce qu'elles ont trouvé d'intéressant ou non dans cette émission. Un mot encore avant de vous laisser regarder cette émission dont on parle beaucoup depuis quelques jours et vous vous demandez après tout ce qu'elle va être. Eh bien, il fallait absolument que nous ayons l'après-midi un sourire féminin pour égayer cette émission. Ce sourire, c'est celui d'Evelyne Georges. C'est une jeune femme que vous découvrez en ce moment sur votre écran. Elle a 28 ans, elle est jeune, jolie, intelligente, charmante. Elle n'est pas mariée, je le précise. Et elle va vous présenter tout de suite le sommaire de cette première émission. Bien, la grande dame du cinéma français, Madame Françoise Roset, a bien voulu accepter d'être notre première invitée à Aujourd'hui, Madame. Monsieur Marcel Antonios, secrétaire d'État au tourisme, répondra à cette question: comment les Français passent-ils leurs vacances? Pour la première d'Aujourd'hui, Madame, Marcel Amont chantera Quelle belle journée. Marcel Amont. Monsieur et Madame Privat, mariés depuis 24 heures, porteront peut-être chance à Aujourd'hui, Madame. Et nous souhaitons qu'Aujourd'hui, Madame, en tout cas, leur porte chance également. Enfin, à 15 heures, votre feuilleton, Ma sorcière bien-aimée. Et peut-être aurons-nous le temps également de vous présenter un nouveau jeu. Eh bien, voici Monsieur et Madame Privat, les jeunes mariés d'Aujourd'hui, Madame, qu'Evelyne vous a présenté à l'instant dans son sommaire. Nous les avons choisis pour inaugurer Aujourd'hui, Madame, qui doit être aussi l'émission du couple, puisqu'ils commencent leur vie à deux, en même temps que prend naissance cette nouvelle émission. Et nous espérons ainsi, nous sommes un petit peu superstitieux, nous porter chance mutuellement. Oui, à la Jérôme, on va présenter Monsieur et Madame Privat. Madame Privat s'appelait Nadine Lemaguère, jusqu'à vendredi soir ou samedi matin. Elle a 21 ans. Elle était aide comptable. Quant à son mari, il s'appelle Gérard Privat, il a 22 ans et il est charpentier de marine. Vous vous êtes rencontrés en vacances à l'île de Léron. Gérard Privat est originaire de Léron. Oui. Et vous vous êtes rencontrés sur la plage. Ensuite, il est parti faire son service militaire. 2 ans sans permission, m'avez-vous dit. Oui. 2 ans sans permission. Vous l'avez attendu très gentiment, très patiemment. Vous venez de vous marier. Et vous vous êtes mariés exactement samedi 16 mai à 15 h à Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Je dois dire que votre mari Gérard voudrait devenir menuisier ébéniste. Oui. Eh bien, Michel... Est-ce que vous avez des problèmes, monsieur et madame Privat? Est-ce que vous êtes... Je pense que c'est une question qu'on peut vous poser. Je me souviens de mon propre mariage. Est-ce que vous êtes bien logé? Est-ce que vous avez réussi à trouver un appartement? Nous avons un logement sans confort, mais nous espérons à Paris l'améliorer. Oui, à Paris. Combien de pièces?
2 pièces, une petite cuisine pour l'instant. 2 pièces, une petite cuisine. Et une Dans entrée. dans quel quartier? Dans le 20e, vers Ménilmontant. Et vous espérez l'améliorer, c'est-à-dire Oui. le décorer, la meubler? Décorer, mettre le confort si on Oui. peut. Oui, Et votre mari est charpentier de marine. oui, Ça semble une tâche assez facile pour lui, non? oui. D'autre part, Monsieur Privat, vous voulez devenir ébéniste menuisier. Oui. Quelle différence y a-t-il entre... Est-ce qu'il est difficile de passer du métier de charpentier de marine au celui d'ébéniste? Il faut passer un nouveau CAP. Oui. Oui. Et en plus, le travail sur les bateaux n'est pas du tout pareil que sur les meubles. Mais on peut faire des meubles de marine. Non. Non, ça serait un genre nouveau. En tout cas, il va vous falloir passer donc un nouveau CAP, c'est ça? Oui. C'est-à-dire reprendre des études tout en continuant à travailler. Oui. Bon. Et vous allez pouvoir y parvenir? Je pense. Votre femme travaille, Madame Privat. Oui, Oui? Qu'est-ce que vous faites? je travaille comme aide comptable. Vous voulez combien d'enfants? Enfin, 2 en principe. Je crois que Michel Brett, qui vous a suivi, accompagné, qui vous a un petit peu servi de témoin, en tout cas elle représentait aujourd'hui Ouais. Madame, a filmé pour nous votre appartement. Elle va pouvoir vous le présenter maintenant. Voilà, dans un instant, le petit film sur l'appartement, commenté par Michel Brett. C'est un petit appartement de 2 pièces avec une petite cuisine qui se trouve à Paris. Le voici. Nous sommes dans la petite cuisine, justement. Elle est toute petite et Gérard et Nadine veulent en faire une salle d'eau équipée sans doute d'un bac à douche pliant. Voici encore la cuisine. Vous voyez qu'ils sont entassés toute la vaisselle et les ustensiles qu'ils ne savent pas où ranger pour le moment. Voici l'entrée. Gérard l'a créée en séparant en deux une pièce qui existait au moyen d'une cloison enlatée que Nadine a tapissée d'un papier adhésif qui est très gai et sur lequel se détachent les portes et les moulures qu'ils ont peintes en rouge vif. Voici ce qui sera la cuisine, avec le début, l'étagère à épices qui sera complétée par toute une série d'éléments de style western que Gérard veut faire. Il a déjà posé les tubes qui éclaireront les plans de travail quand la cuisine sera installée, puisqu'il a fait lui-même l'installation électrique. Nous sommes dans la salle de séjour, ici. Au mur, les coquillages qu'il a ramassés sur la plage d'Oléron et qu'il complétera par des filets de pêcheurs qu'ils espèrent trouver aux puces. Les coquillages, des petits serpents de plage, des étoiles de mer, tout ce qu'on peut ramasser sur la plage d'Oléron. Un petit secrétaire bar qui sera remplacé par un meuble long et bas dont Gérard a déjà fait les plans et qui contiendra les disques, l'électrophone, le bar et qui remplacera ce petit meuble qui est tout petit. Autour des fenêtres, il y aura probablement des étagères, bibliothèques et voilà une petite table que Gérard a faite très très vite. Bravo. Tout ça est très joli, alors on peut révéler un petit peu que le budget, que le mariage et l'appartement ont pratiquement épongé votre budget et vous n'avez pas pu partir en voyage de noces. Alors j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, monsieur et madame Privat. La ville de Biarritz et le comité de coordination du Pays Basque, cher à Marcel Amont d'ailleurs, vous offre 8 jours de vacances dans ce très très joli pays. Voilà. C'est gentil. Et bonne chance. Je signale à tous ceux, à toutes celles d'entre vous qui nous regardent en ce moment et qui nous prêtent attention que nous reverrons très prochainement dans les émissions suivantes monsieur et madame Privat, puisqu'ils nous ont donné leur accord pour faire avec nous, pour réaliser avec nous une sorte d'enquête vivante sur les problèmes qui peuvent se poser à un jeune ménage. Et c'est un problème que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont connu. Et grâce à eux, nous essaierons de voir quels sont, à travers eux, les problèmes des jeunes ménages en 1970. Et puis s'ils ont trop de problèmes, eh bien, je pense que vous les avez trouvés suffisamment sympathiques pour bien vouloir, avec nous, leur porter aide et assistance. Trois téléspectatrices donc dans ce studio. Madame, je vais vous demander de vous nommer. Denise Duy, Oui, madame. Marie-Alice Berthaud, Madame. Edith Belnou. Toutes les trois, vous êtes mère de famille. Non, moi je suis Pas vous, célibataire. madame. Sauf, excepté vous. Oui. Madame, combien d'enfants? 3 garçons. 3 garçons. 2 garçons. Je voudrais vous poser une question qui n'est pas tout à fait de ressort uniquement des femmes, enfin qui ne ressort pas uniquement des problèmes féminins. Est-ce que l'une d'entre vous a une idole en matière de cinéma, de théâtre, que ce soit en France ou à l'étranger? Quel est votre acteur préféré, madame?
Personnellement... Ça n'a pas l'air de venir immédiatement. Non, Vous aimez bien tout le monde? Oui, j'aime les gens qui ont du talent, Bien. j'aime les gens... mais Madame. j'ai pas d'idole. À la génération actuelle, Annie Girardot. Oui. Et vous, madame? Oh, je crois que c'est Johnny Stark. Johnny Stark. Bon, mais Johnny Stark, c'est un impresario. C'est une idole quand même. C'est une idole quand même. C'est l'impresario, enfin ce fut l'impresario de Johnny Hallyday, si je ne m'abuse. Et est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'acheter, Evelyne, peut-être vous, non? Vous avez moi, aussi une idole. J'ai tellement d'idoles, vous savez. Elles sont agrafées, punaisées dans votre chambre. Le plafond est fait d'idoles chez moi. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée, mesdames, d'acheter des vêtements ayant été portés ou ayant appartenu à l'une de vos idoles? Soit à Monsieur Johnny Stark, soit à Madame Annie Girardot. Non. Non, vraiment pas. Non, ça ne vous intéresse pas, même si on vous l'avait proposé pour des sommes minimes. Même pour des sommes. Si je le recueillais par... Oui, c'est ça, mais enfin, pas d'argent. Je le recueillerais de préférence à l'abandonner, mais je ne dépenserai pas. Et bien, vous savez que les femmes américaines ou les Américains en général n'ont pas tout à fait les mêmes réactions que vous, puisque j'ai là une coupure de journal qui indique qu'on a vendu pour 1200 francs nouveau un bicorne, pour 3300 francs une jupe en coton, pour 3500 francs un voile de mariée, et pour 6875 francs, admirez la précision, un imperméable. Il faut dire que ces vêtements appartenaient à des acteurs extrêmement connus, comme Charles Lawton, Judy Garland, Elizabeth Taylor et Clark Gable. Et c'était une vente aux enchères, il n'y a pas de petit profit, qu'organisait la maître Goldwyn-Mayer pour céder les costumes qu'elle n'en avait plus l'emploi. Ça se passait à Hollywood. Voilà. Nous allons passer à un autre sujet dans un instant. Le soleil s'est levé très haut dans le ciel bleu d'un matin sans nuage. Nous allions tous les deux tenant par la main, nous n'étions plus en âge. Loin de la ville, loin du bruit, nous partions pour un merveilleux voyage. Sans dire un mot dans l'air, ensemble on a marché, et j'ai pensé tout bas, quelle belle journée. La forêt nous enveloppait, nous étions seuls sur un nouveau rivage. Les fougères te caressaient, puis s'inclinaient très bas sur ton passage. Le vent jouait dans tes cheveux, avec le soleil fou sur ton corsage. Mais quelle belle journée. On a goûté le petit vin nouveau, assis dans la clairière. Et on a déjeuné. On a ri en mangeant le jambon, le gâteau de ta mère. Et puis on a chanté. La mousse était si douce que tous les deux bientôt nous avons fait naufrage. Nous nous sommes endormis, tenant par la main comme des enfants sages. Les pieds dans la bruyère, ton cœur contre mon cœur, quel merveilleux voyage. Avant de fermer les yeux, je t'ai regardé et j'ai pensé tout bas, quelle belle journée. Il a fallu rentrer, quitter la forêt, fini le beau voyage. La chanson s'arrêtait, nous n'étions plus si gais, nous rêvions de naufrage. Et la prochaine fois, je te promets, nous resterons bien davantage. Mais quelle belle journée. Mais la prochaine fois, je te promets, nous resterons bien davantage. Mais quelle belle journée. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Eh ben, en ce Lorsque moment, vous n'êtes pas avec ce nous. que je fais en ce moment, j'essaie de très ramasser compliqué, des là. fleurs que je dois distribuer tout à l'heure. Disons qu'en ce moment, je suis à l'Olympia, mais pour très peu de temps, jusqu'au 31 mai encore, vous voyez.
Et Oui, qu'est-ce que vous allez faire avec ces merveilleux eh bien fleurs? voilà, vous savez, l'Olympia c'est bientôt la fin, mais alors c'est l'inauguration de votre émission et je vous propose une chose, on m'a proposé de faire le distributeur de fleurs et alors je trouve que dans ce rôle-là, je pense que je m'en sortirai pas trop mal. Vous permettez Bravo, qu'en Marcel priorité, Amont, alors, je vais poser le micro, Oui, n'est-ce oui, pas, et je m'en vais donner d'abord un bouquet à Madame Françoise Roset et ensuite à toutes ces dames. Vous voulez bien? Parfait. Alors, pour inaugurer cette émission, voilà, je suis le marchand de fleurs. Voilà, madame. Pour la chanson. Merci beaucoup. Voilà, mesdames. Alors, vous voulez pas acheter un de mes petits pullovers pour 100 000 francs? J'ai mis vos fleurs. Non, Marcel, on les offre, on les vend pas. Ah oui. Voilà. Et à la mariée, bien sûr. Ah, un bouquet blanc, je l'ai pas fait exprès. Pardon, monsieur le ministre, excusez-moi. Non, mais comment je Passez, dois mon faire? cher Marcel, passez. Ah ben passez. voilà. Alors, non, je fais comme ça, là, voilà. Je vais transmettre. Et meilleurs vœux de bonheur, mademoiselle. Madame. Madame. Français, puisque c'est le ministre du Tourisme. Et je crois qu'après ce week-end ensoleillé que nous venons de vivre, heureusement pour les fêtes de Pentecôte, bien la France entière, si ce n'était déjà fait, à penser, ou plutôt à repenser aux vacances. Alors, nous avons l'intention de traiter un certain nombre de ces problèmes inhérents aux vacances. Nous parlerons de problèmes de l'hôtel, des locations, du camping, du caravaning, etc. Mais avec vous, monsieur le ministre, aujourd'hui, si vous voulez, nous allons faire la préface, nous allons écrire la préface de ces vacances 1970 que nous espérons évidemment le plus ensoleillé possible, en tout cas au moins aussi ensoleillé que ce que nous avons connu pour les fêtes de Pentecôte. Première question que je voudrais vous poser, combien de Français prennent-ils des vacances? Est-ce que tout le monde prend des vacances par roulement ou non? Et sinon, combien y a-t-il de Français qui prennent réellement des vacances? Je voudrais donc vous remercier d'avoir préfacé votre émission aujourd'hui, madame, en évoquant le problème des vacances et des vacances pour les Français. Je crois qu'aujourd'hui, le jour est particulièrement choisi car c'est l'une des toutes premières journées ensoleillées. C'est là une heureuse préface et quelque chose d'éminemment sympathique. À peine sont finies les vacances d'hiver que l'on passe aux vacances d'été. Et il est bien évident que cela préoccupe beaucoup de Françaises et beaucoup de Français. Et s'ils sont aussi nombreux que l'an dernier, je pense qu'ils le seront davantage. Et bien, ce sont en définitive plus de 24 millions de Françaises et de Français qui vont prendre leurs vacances. Car il en fut ainsi en 1969, 24 millions de Français sont allés en vacances. 4 millions sont allés à l'étranger, 20 millions sont demeurés en France. Ce qui est curieux, c'est de réaliser comment ces gens-là organisent leurs vacances. Eh bien, sur ces 20 millions de Français qui sont demeurés en France, si l'on accepte les 2 millions qui ont pris leurs vacances d'hiver, s'agissant d'autres vacances, 37% sont allés chez des parents ou chez des amis. 18% ont fait appel... C'est pour des raisons budgétaires, je suppose. Oui, et puis des raisons affectives aussi. Des raisons géographiques et budgétaires. Le tout combiné, enfin, il en est ainsi. 18% ont choisi les meublés, des locations en meublé. 10% seulement vont en hôtellerie traditionnelle. Et le reste, c'est-à-dire 12% vont en camping et 10% font appel à ces installations qui sont prévues pour ce que l'on appelle le tourisme social ou le tourisme familial. Voilà de quelle façon se répartissent à quelles époques les Français prennent-ils leurs vacances? En juin, en juillet, en août, en septembre? Non, alors il y a ces 2 millions de Français qui prennent leurs vacances l'hiver. Tout ça, c'est parfait. Pour les autres, ceux qui prennent leurs vacances l'été, il est évidemment quelque peu regrettable d'imaginer que 80% de ceux-ci prennent leurs vacances entre le 15 juillet et le 25 août. C'est regrettable pourquoi? Et c'est le but de cette émission, c'est de faire en sorte que les Françaises et les Français puissent prendre leurs vacances dans les meilleures conditions, tant sur le plan pécuniaire que sur le plan de la qualité de l'accueil et de la prestation. Et il est bien certain que si tout le monde arrive dans le même moment et pour bénéficier des mêmes choses, ça pose quelques problèmes. Aussi, s'il m'était donné ce jour d'indiquer à chacun, comme l'a traduit d'ailleurs une récente enquête de l'IFOP, combien le mois de juin est agréable, puisque 23% l'ont choisi, combien le mois de juillet est séduisant, puisque 30% l'ont retenu, le mois d'août manque pas d'agrément, 17% l'ont choisi, mais le mois de septembre, quel agrément et quelle chance, surtout cette année, avec le fait d'avoir poursuivi les vacances scolaires au 15 septembre. De vous livrer aux questions des téléspectatrices qui sont là et qui sont elles aussi concernées par le problème des vacances. Monsieur le ministre, Madame Berthaud. Monsieur le ministre, est-ce à vous
que nous, mères de famille, devons un prolongement de 8 jours de vacances pour nos lycéens, qui arrivant un petit peu comme ça en dernière minute, n'est pas toujours facile à régler. Vous savez, dans la vie, rien ne se fait seul, et en définitive, c'est la somme des efforts et des préoccupations de chacun dans notre souci, d'une part, d'apporter aux enfants le maximum de temps de détente et de l'organiser sur le plan des mois dans le cadre des mois d'été, de façon telle qu'on puisse éviter les inconvénients que tout à l'heure j'indiquais. C'est l'une des raisons pour lesquelles Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre, qui a arbitré en cette affaire, ont convenu de l'opportunité de reporter cette entrée qui était prévue initialement au 3 septembre au 14 septembre. Certes, il eût été souhaitable de faire connaître cette décision plus tôt, mais je fais confiance tout de même aux préoccupations des Français, au sens qu'ils ont de l'organisation. Je suis persuadé que vous saurez, et je le souhaite, profiter utilement de ces 11 journées supplémentaires, d'autant plus qu'il fera très beau. En tout cas, vos enfants, acceptant l'augure, là. En tout cas, Madame Berthaud, vos enfants, je suis sûr, sont contents de Ah, cette prolongation. ils sont ravis, mais pour les parents qui travaillent, je crois que c'est un gros problème. Mademoiselle, pardon, monsieur le ministre. C'est évidemment une très grande difficulté, c'est de concilier le temps de vacances et des enfants et des parents. Car il y a quelque chose de particulièrement séduisant dans notre pays, c'est que parents et enfants prennent leurs vacances en même temps. Ce n'est pas toujours facile, l'industrie a ses exigences et qui ne permettent pas toujours de mettre les dates en harmonie. Enfin, j'espère que tout de même, vous arriverez à vous organiser dans le cadre de ces nouvelles dates. Mademoiselle Duy a une question à vous poser, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, les grands villages de vacances, enfin dont je ne citerai pas le nom d'une firme très connue, font-ils du tort au tourisme en France? Mais pas du tout. Je considère que ce tourisme familial, ce tourisme social, qui est parfaitement illustré en ses possibilités d'accueil par les villages vacances ou par les gîtes familiaux, répondent au contraire à des besoins extrêmement importants et répondent à notre souci en faveur des vacances. Et c'est là l'un des secteurs où nous allons faire de grands efforts. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'obtenir pour des familles, pour des ménages, des vacances à des prix peut-être plus avantageux que dans l'hôtellerie traditionnelle, parce que l'organisation est un peu différente, et puis aussi parce qu'ils sont organisés de façon telle qu'ils libèrent la maman de certaines obligations, notamment au regard des enfants, petits ou grands. Nous avons fait de grands efforts, nous avons actuellement 60 000 lits, et nous espérons augmenter les possibilités en ce domaine de 5 ou 6 000 lits par an, et je trouve ça extrêmement nécessaire autant que sympathique. En tout cas, monsieur le ministre, je retiens, entre autres choses, de ce que vous avez dit, qu'il fera beau en 1970. Nous vous tenons pour responsable. Si vous le voulez bien, nous vous retrouverons après les vacances pour savoir si votre prédiction a été vérifiée ou non. Je n'ai qu'une chance sur deux de me tromper. Absolument. Et d'autre part, c'était un petit peu le lancement d'une enquête sur les vacances que nous allons faire ici dans cette émission, et qui aura à traiter des problèmes des locations, des problèmes des enfants en vacances, des problèmes des campings, caravaning, etc., etc. Donc je pense que nous aurons l'occasion de reparler de ces problèmes de vacances. Pour l'instant, si vous le permettez, nous allons passer à un tout autre sujet. Bon, voyez-vous, au cinéma comme à la télévision, avant que commencent les prises de vue, il y a le metteur en scène qui dit « moteur ». Ensuite, on présente devant le nez de l'acteur cet instrument qui s'appelle un clap. Jean Paredes, une troisième. Ça donne le départ des prises de vue. Tout ceci pour vous expliquer qu'une histoire de cinéma qui est arrivée à Pierre Brasseur quand il tournait dans un film de Carnet. Il tournait un film, je crois que c'est Quai des Brumes, je suis persuadé d'ailleurs. Et la scène était la suivante: Brasseur affolé cherchait sa petite amie qui s'était enfuie. Il sortait du taxi et il l'appelait. Sa petite amie, elle s'appelait Malou. Il avait à sortir affolé du taxi en criant « Malou, 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 Malou !» Et ce prénom de Malou, ça faisait tout un drame dans le studio, car Carnet, qui est un monsieur très intransigeant, sujet à de fortes colères, merveilleux d'ailleurs, avec raison, et il n'arrivait pas à trouver l'intonation de cette Malou. Malou. Alors,
Alors, Brasseur faisait Malou. Alors, je dis, non, non, tu comprends, Pierre, c'est pas Malou, Malou, ça vient de là, Malou, Malou, Malou. Et pendant 1 heure, on répétait Malou, Malou, Malou. Il y avait Malou, on entendait que Malou. Tout le monde était surexcité. Enfin, tout d'un coup, Pierre Brasseur fait Malou, bravo, fait Carnet. C'est ça, c'est le ton, mon vieux. Ah, on y va tout de suite, on y va tout de suite. On présente le clap, on tape, le metteur en scène fait Malou. Pierre Brasseur fait moteur. Dans cette émission, aujourd'hui, une grande dame du cinéma, une grande dame du théâtre, il n'y a à peine besoin de vous la présenter, vous venez de la voir apparaître sur votre écran. Madame Françoise Roset, puisqu'il s'agit de vous, oui, monsieur, nous avons préparé une petite fiche sur vous. Au ciel. Et si vous le permettez, je vais en donner connaissance à tous ceux qui nous prêtent attention aujourd'hui. Il faut d'abord, mais ça vous m'y avez autorisé tout à l'heure, que j'indique votre âge. Avec joie. Vous avez en effet 79 ans. Oui. Vous êtes né le 19 avril, ce qui va évidemment sans dire 1891. Vous vous êtes marié en juillet 1917 avec celui qui devait devenir le célèbre metteur en scène Jacques Feder. Vous avez 3 enfants, 2 petits-enfants, et vous avez tourné 106 films, La Kermesse héroïque, Drôle de drame, Le Grand Jeu, pour ne citer que ces 3-là, et très récemment, un film avec Michel Audiard, Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Vous parlez l'anglais et l'allemand, et vous avez eu autrefois des activités journalistiques, comme nous, dans des périodiques féminins. Et puis aussi, pendant la guerre, on vous a entendu à la radio de Londres et à celle d'Alger. Tout ça est vieux, c'est fini. Non, mais je me permets simplement... Moi, je souligne simplement que j'ai eu 3 fils et 2 petits-fils. Je suis voué aux garçons dans cette famille. 3 fils. Et actuellement, eh bien, vous jouez à la Comédie des Champs-Élysées. Vous jouez une pièce qui s'appelle Cher Antoine, une pièce d'Anouilh qui a dépassé la 200e représentation. Oui, vous voyez que nous n'en sommes pas encore là. 225. Puisque nous commençons aujourd'hui ce qu'on appelle quoi, la couturière ou la générale? Je crois que c'est plutôt couturière. C'est la couturière aujourd'hui. Madame, si vous le permettez, d'usage, passer un petit peu votre modestie, je dois dire que ma fiche indique encore, je la lis d'ailleurs sans commentaire, générosité de cœur, inspire affection, admiration et respect, n'aime pas parler d'elle personnellement. Et pour quand, madame, c'est ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui. De le faire pour nous, avec nos téléspectatrices, non seulement celles qui sont présentes ici sur le plateau, mais aussi avec celles qui nous prêtent attention chez elles, à leur foyer. Ce que nous voudrions essayer de définir avec vous aujourd'hui, ce sont les choses importantes de la vie. Quelles sont pour Françoise Roset les choses importantes de la vie? Il est bien entendu que pour chaque individu, que pour chaque personne, les choses peuvent différer. Mais je voudrais connaître les vôtres. Est-ce qu'on peut les classer? Oui, les choses. Il y a une chose essentielle pour tous les côtés, les riches, les pauvres, les grands, les petits, les races, les jaunes, les verts, les noirs, c'est d'avoir une bonne santé. D'abord. Oui. D'abord. Je vous écoute. Ah oui, mais ça, c'est pas bien. C'est vous qui devriez parler. Non. Après, alors, les choses essentielles de la vie. Oui, je vous écoute. On ne peut pas le dire puisque ça dépend. On peut naître très très riche, on peut naître très très pauvre. On peut naître, mon Dieu, bourgeois moyen, bourgeois riche, enfin on peut naître de toute façon. Mais je crois que, et pour les riches, et pour les pauvres, n'est-ce pas, nous acceptons la misère, parce que pour l'homme vraiment, ou la femme vraiment misérable, il y a la chose avant tout, c'est, hélas, de manger 3 fois par jour, si possible, et de dormir dans un lit, et d'avoir chaud, et de pouvoir habiller ses enfants, donc ça, et de pouvoir se loger aussi. Mais il reste pour vous que Mais ça, c'est une chose en dehors, qui est une chose cruelle de la vie, mais qui est comme ça, qui nous rapporte à la nature, c'est ça. Il faut manger, il faut dormir, avoir chaud quand il fait froid dehors. Mais ceci dit, ce que je conseillerais, pas je ne conseille pas, mais j'ai l'impression que chacun, riche ou pauvre, peut être heureux en regardant et en appréciant ce qu'il a. Et parce que avant tout, j'ai remarqué que les gens très riches, les gens qui ont dit « Oh, il est riche, il a 3 voitures, un yacht », eh ben, ce sont des gens qui se plaignent tout le temps. Où là, les valeurs baissent, le yacht ne flotte pas, les domestiques sont insupportables, enfin bon, ils sont toujours tristes. Enfin, presque toujours tristes, et ils s'ennuient. Ils s'ennuient parce qu'ils ont tellement de choses qu'ils n'ont plus rien à regarder. Je crois que dans la vie, il faut apprécier ce qu'on a. Et ça vous donne un optimisme dans la vie. Il faut aimer ce qu'on a. Si on n'a qu'un arbre, il faut le regarder pousser, il faut l'aimer. Si on a un tout petit jardin, il faut regarder pousser les fleurs et les aimer. Et surtout, si on travaille, il faut aimer son métier, et alors le travail devient une récréation.
Donc il faut savoir se contenter de ce qu'on a obtenu, ne pas être en... Mais l'apprécier. Je me souviens très bien quand j'étais jeune et quand j'ai débuté, j'allais à pied à l'Odéon. L'omnibus coûtait 6 sous. Ma mère me donnait les 6 sous, mais j'aimais mieux les garder. J'allais à pied de Montmartre, de la rue Chaptal, et j'en venais à pied. Ça faisait 12 sous. C'est pas mal. Alors... je traversais le cadet. Oh, mais je m'achetais un croissant exquis, une tablette de chocolat, on pouvait faire des tas de choses. Alors, je traversais le Carrousel, par exemple, mais je vous assure que ces merveilleuses fleurs, j'avais l'impression d'être milliardaire, j'avais un palais, j'étais riche. Et bien, étant riche, en moi, j'étais riche, j'étais heureuse. Et je crois que c'est ça. Il ne faut pas regarder le voisin et croire qu'il est plus riche que riche, il est plus heureux, c'est pas vrai. Et l'amour? Oh, mon cher ami, il y a si longtemps. Mais enfin, ça fait partie de la nature, c'est une chose essentielle qui n'existe pas toujours, on tombe mal quelquefois. Enfin, ça, je laisse aux jeunes femmes qui sont là le soin de découvrir les bons et le mauvais. Est-ce qu'on peut donner un conseil à des jeunes mariés? Ça dépend desquels, si on les connaît, si on ne les connaît pas. Je crois que pour se marier, mon Dieu, l'amour est une très belle chose, mais l'amour devient fatalement autre chose. Je crois que dans le mariage, il faut épouser une personne qui a, enfin, au moins, si vous voulez, pas l'idéal, mais la même conception de la vie. En Angleterre, ils disent qu'il faut épouser le monsieur qui mange comme vous, qui se tient à table comme vous. Je crois que c'est assez juste. Une femme très fine, très bien élevée, peut-être très éprise d'un homme très vulgaire et mal élevé, au bout de peu de temps, elle en souffrira. Je crois qu'il y a ça, et puis il y a travailler dans le même sens, tirer la charrue ensemble. C'est faire une équipe. C'est un travail d'équipe à deux, une petite équipe, mais très importante, et qui vous et aussi avoir une certaine base d'idées semblables, enfin. Savoir que lui est incapable de faire ceci. Vous savez qu'Evelyne vous écoute avec une attention. Elle note. Françoise Roset, oui, vous voyez beaucoup de jeunes comédiennes autour de vous. Est-ce que vous les trouvez différentes des réactions que vous pouviez avoir quand vous aviez 20 ans? Les jeunes comédiennes, non, elles ne sont pas différentes, elles font les mêmes âneries, elles sont en culotte, nous étions en jupe, enfin, elles ont les mêmes ennuis, les jeunes filles, toujours à travers les âges. On peut aller dans la lune ou inventer n'importe quoi. Elles sont jeunes filles, elles ont les mêmes ennuis. Elles ont plus d'audace que nous n'avions. Ce que je leur reproche aux jeunes, si l'on peut dire, n'est-ce pas, parce que je les aime bien, et je les plains pour ça, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'humilité et qui n'admirent rien. Les élèves en général, je ne dis pas tous naturellement, mais les petites croient encore, et cela a dû aux journaux, pardonnez-moi cher ami, de journaux qui parlent de jeunes filles qui vont rencontrer un metteur en scène, qui vont lui dire vous êtes super, vous êtes la femme qu'il me faut, voilà 10 millions, venez, je vous enlève. Non, elle croit ça, il faut être très décolleté, tout nu si possible, et là c'est parfait. Malheureusement, notre métier implique d'apprendre des textes et de les jouer. Alors donc, elles recommencent, elles ont les mêmes ennuis que nous avons eus, nous avons appris notre métier. Mais ce qu'elles ont surtout, elles n'ont pas d'admiration. Elles n'ont pas d'affection. Et elles sont moins gaies que nous étions. Nous étions gais. Et je me souviens, nous étions pleins d'admiration pour les grands acteurs. Et je crois que dans la vie, admirer, s'enthousiasmer, c'est merveilleux. Peut-être sont-elles préoccupées. Madame Berthaud a une question à vous poser, madame. Oui. Vous nous avez signalé, c'est très juste, que l'importance, il était très important d'avoir un travail pour lequel on se passionnait. Voilà. Il y a de plus en plus, forcément, de femmes qui travaillent, c'est normal. Est-ce que, par exemple, dans votre cas, est-ce que vous avez eu des problèmes douloureux au point de vue, lorsque les enfants sont jeunes, ont besoin de la mère, ont besoin tant que jusqu'à, je sais pas, moi j'estime jusqu'à 7-8 ans, il faut que la mère soit tout de même au plus possible près des enfants jeunes. Et c'est quand même un problème difficile, une femme qui a un métier passionnant, qui est très prise par son métier. Non, chère madame, là je vous arrête. Il n'y a rien de plus passionnant que la maternité et l'importance de l'enfant. C'est la même chose dans toutes les classes de la société. Enfin, si on est vraiment une mère. Oui. Mais il est évident qu'il est très difficile pour une femme qui travaille, qui a un travail régulier. Car le nôtre n'est pas régulier. Oui, c'est pas, vous faites un film, vous partez pendant 1 mois, 3 mois, et vous pouvez rester 9 mois sans rien faire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des... Donc,
notre travail n'est pas régulier, le vôtre, enfin les maires qui ont un travail régulier doivent évidemment s'organiser. Il faut évidemment s'organiser. Alors, quelquefois, la grand-mère entre en jeu et peut remplacer la maman, qu'elle a élevée en somme, donc elle peut... Et il est évident que ça devient très difficile quand la jeune maman n'a pas de parents autour d'elle. Alors, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui, sur lequel, enfin, qu'elle est tout à fait confiance et qu'elle puisse lui confier l'enfant. Oui. Là, c'est la difficulté. Françoise Roset, je me permets de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre car il y a des tas de gens, tas de personnes qui se trouvent en haut, dans une pièce que nous ne voyons pas, qui vont me faire les gros yeux si nous débordons. Mais cher, moi je m'arrête, moi je ne m'en parle pas. Ce que je voudrais vous proposer, c'est de revenir demain. Ah, à quelle heure? Même heure, 14h30. Ben nous parlons d'autre chose. Nous parlons d'autre chose. Et alors, Françoise Roset vient de vous indiquer quelles étaient pour elle les choses importantes de la vie. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, les choses importantes de la vie ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que Françoise Roset. Alors vous pouvez nous écrire sur une petite carte postale, sur une lettre, enfin ce que vous voulez, pour nous indiquer aussi quelles sont pour vous les choses importantes de la vie, en les classant si vous voulez, l'amour, l'argent, la santé, enfin bref, on verra. Et c'est parmi ces lettres que nous choisirons celles d'entre vous qui participeront à cette émission comme nos 3 invités aujourd'hui. Voilà. Nous allons passer maintenant à un autre sujet. Jérôme, nous allons nous dire au revoir. Nous nous retrouvons demain à 14h30. J'étais très bien là. Oui, on peut rester encore un petit peu. Mais nous ne nous quittons pas puisque le feuilleton va arriver. Il s'agit de Ma sorcière bien-aimée. Ah oui, c'est ça, c'est le feuilleton. Oui, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle L'espion, c'est passionnant. Formidable. Mais je voudrais d'abord remercier Monsieur et Madame Gilbert Siby, c'est une dépêche qu'on m'apporte à l'instant, qui habitent Bréhin-la-Ville, en Meurthe-et-Moselle. Ils ont 19 ans de mariage aujourd'hui, 19 mai. Alors, beaucoup de bonheur pour eux, encore beaucoup d'années de mariage. Absolument. Et encore beaucoup de rendez-vous pour nous. Donc, voici Ma sorcière bien-aimée.